Oui, bon, bah super. Eh ben, on va commencer. Merci à ceux qui sont à l'heure et même un petit peu en avance. Donc, la soirée est dédiée à la méthode TEIA, qui a un nom un peu original. C'est normal que vous ne l'ayez pas encore découvert et entendu. Et tout l'objectif de la soirée, c'est de prendre conscience de soi, c'est le thème, avec la deuxième partie qui est pour vivre mieux, mais la deuxième partie, c'est la deuxième partie du livre qui ne sera pas couverte aujourd'hui. On va se concentrer sur la première partie qui est prendre conscience de soi. On va essayer de tenir sur une bonne heure, je pense, de présentation. Donc, on va passer donc une bonne heure ensemble. Le programme est assez dense et je peux avoir tendance à parler vite. Et comme ça fait des années que je travaille dessus, peut-être que je vais aller trop vite, donc n'hésitez pas à me demander de ralentir et à me faire stop ou à me demander d'éclaircir certains trucs si ça va un peu trop vite. Donc, en fait, le déroulé va suivre un peu le chemin que moi-même j'ai suivi ces dernières années, qui est un chemin d'introspection, on dit, c'est-à-dire de ce qu'on observe, de ce qui peut aller ou pas trop aller dans nos vies, jusqu'à vraiment essayer de détricoter, de comprendre de plus en plus le pourquoi ça va pas si bien que ça. Donc c'est vraiment ce chemin, donc ça va être du plus simple, le plus observable, au plus difficile à comprendre, peut-être au plus technique, au plus inconscient. Okay, donc ça va devenir un peu de plus en plus compliqué, c'est ça que je veux dire. Euh, Alors, commence par me présenter. Donc, Vincent Maury, moi, je suis de base pas du tout là-dedans. J'ai un profil ingénieur, ce qui peut avoir un lien quand même parce que j'ai un côté un peu obsessionnel qui peut expliquer pourquoi je suis allé jusque-là. Et donc, je suis plutôt un profil geek, pour prendre les mots habituels, très passionné. Et quand je suis arrivé à la quarantaine, j'ai 42 ans, donc c'était il y a 3-4 ans, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur ma vie, sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'avais réussi, ce que j'avais moins réussi, les échecs, on dit, ou en tout cas les moments difficiles, qui ont tendance en plus à se répéter. Et à force de mouliner tout ça, je me suis vraiment intéressé. Ma compagne à l'époque faisait un burn-out aussi en parallèle. Donc toute cette effusion voilà, de réflexion a mené à un questionnement, et puis petit à petit à approfondir et à aller de plus en plus loin dans la compréhension, avec vraiment cette question sempiternelle, là, le pourquoi on est comme on est. Pourquoi, si quelqu'un vit la même situation qu'un autre, il va réagir différemment d'un autre? Pourquoi on répète des choses? Pourquoi on vit difficilement certaines situations? Et ce pourquoi m'a vraiment obsédé. Et au fur et à mesure où je comprenais des concepts, bah, j'essayais d'aller encore plus loin pour comprendre encore plus pourquoi, jusqu'à détricoter au maximum, ou en tout cas dans la limite de ce que je pouvais intellectuellement comprendre. Okay, et donc, c'est voilà, donc c'est tout ça. C'est à peu près 4 ans de travail, à peu près, euh, jusqu'à même un an et demi. Là, l'année et demie passée où je me suis dédié à ça, j'ai fait ça à plein temps, jusqu'à donc écrire un livre sur le sujet. D'accord. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de lectures, de compréhension, de relecture. Il y a des livres que j'ai lus 3 fois. Au fur et à mesure, j'ai relu pour bien recomprendre. Et puis d'analyse, de synthèse, d'essayer de voir les liens, parce que chaque livre présente les choses à sa manière, donc essayer de comprendre les liens et comment ça s'intrigue les uns les autres. Et finalement, arriver à essayer d'en faire une synthèse, parce que je voyais des concepts présentés par tous les livres, toutes les méthodes, mais rien d'unifié. Donc, j'ai essayé d'unifier tout ça et de le synthétiser pour en faire quelque chose d'intelligible et puis de cohérent. Je trouvais qu'il manquait, chacun apportait un truc intéressant, et il manquait autre chose. Et un autre apportait quelque chose, et il manquait un troisième. Et c'est vraiment dans la lecture de plein, plein de méthodes que j'ai pu arriver à comprendre un peu tout. Et donc, j'ai voulu le synthétiser. Donc, finalement, il y a rien, je crois pouvoir dire, il n'y a rien de ce que je dis ce soir que j'ai inventé, il n'y a rien que j'ai créé de toutes pièces. Tout est en fait récupéré de méthodes, mais en essayant d'y donner un sens global. J'espère que vous, en tout cas, vous comprendrez le sens global. Alors, Théia, déjà, un petit mot, le nom Théia ne parle pas à tout le monde, c'est une déesse grecque. C'est dans la mythologie grecque, c'est dans les Titanides, donc les premières divinités avant l'Olympe, qui est fille du ciel et de la terre. Uranos et Gaïa, qui a un enfant, enfin bon. Et le sens que ça a, c'est que c'est la déesse de la lumière. Donc voilà, un peu la lumière qui guide les pas du chemin, travail sur soi, si vous voyez le sens. Et comme je disais en intro, aujourd'hui, le séminaire reprend juste la première partie du livre. Il y a une deuxième partie sur comment changer les choses. Mais là, on va se focaliser sur la première partie, sur l'introspection elle-même, le questionnement, la compréhension. Okay, bon, alors, on va partir donc du plus simple, du plus observable,
ce que tout le monde peut, je pense, vivre, et tout le monde a conscience de ça tous les jours, jusqu'à aller au plus profond. Mais le plus observable, c'est évidemment ce qu'on vit tous les jours. Ce qu'on vit tous les jours, c'est de la fatigue, c'est de l'énervement, c'est du ras-le-bol, c'est peut-être des douleurs aussi, ça peut être corporel, donc ça peut être des blocages physiques, ça peut être des douleurs. Moi, j'avais des sciatiques à répétition à une époque parce que voilà, je gardais tout ça en moi et je tendais, le corps était bloqué, quoi. Et puis, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être des problèmes éventuellement d'addiction, ça peut être des problèmes voilà, divers et variés. Je pense que je ne vais pas faire des sondages dans la salle qui est addict, mais malgré tout, voilà, ouais, je pense que on est tous à peu près au fait de ce qu'on vit, quoi, et on est conscient quand même de ce qu'on expérimente. Déjà, je distingue ça en deux parties. Les réactions, donc ça sont des réactions finalement. C'est la fin de la chaîne, c'est la fin de l'histoire. Ce sont des réactions qui sont soit internalisées, qui sont tournées vers soi, qui sont intériorisées, quoi, qu'on garde pour soi. Ça va être le stress, ça va être les problèmes un peu corporels, ça va être la maladie éventuellement, conséquences, problèmes immunitaires, etc. Et puis les réactions qui sont externes. Donc, tout ce qui est visible de l'extérieur, donc ça peut être des coups de gueule, ça peut être de la fatigue, ça peut être évidemment les addictions, enfin tout ce qui est observable de l'extérieur. Et donc, je distingue en deux, donc un peu la petite bulle, et en fait, c'est voilà, un graphisme que je vais reprendre tout au long de la présentation et que je vais enrichir au fur et à mesure des concepts qui sont présentés. Donc, une partie intériorisée, la bulle, et puis la partie comportementale, le rectangle. Okay. Donc, premier niveau de questionnement, en tout cas, c'est ça que j'ai vécu, les questionnaires de personnalité. C'est génial, il y en a des tas, il y en a plein qui sont gratuits en plus, donc on peut les passer facilement et on nous sort, voilà. Si vous connaissez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, certains listés ici, donc l'MBTI, très connu, il y a des millions de personnes qui le passent tous les ans, ils gagnent des millions de dollars tous les ans grâce à ça. C'est la mère et la fille qui ont créé ça, inspiré de Carl Jung, et ça vous donne 4 lettres. Je ne détaille pas chacun des questionnaires, ça va être trop long, mais vous avez donc voilà, un quadrigramme qui vous détermine, qui dit voilà, est-ce que vous êtes plutôt ENFJ ou est-ce que vous êtes plutôt INTJ, hein, et en fonction de ça, derrière, vous trouverez pléthore de documentation, de blogs, de vidéos YouTube, etc., qui vous décrivent qui vous êtes, et ça va vous réfléchir une image assez pertinente si vous faites l'expérience. Le disque est plutôt dans un domaine professionnel qui en fait est antérieur, qui est un vieux questionnaire basé sur une vieille théorie des années 30, quelque chose comme ça, ou 40, et qui donne 4 axes aussi, plutôt en termes de stabilité ou de dominance. Donc, un leader qui va être plutôt dominant, vous voyez, donc il y a des grandes tendances. C'est intéressant le disque parce qu'il vous donne un profil, on va dire, dans votre situation professionnelle, donc quand vous vous adaptez à votre situation professionnelle, un profil naturel. Le mien, il est assez différent. Il est vraiment presque orthogonal. C'est-à-dire qu'au travail, je vais m'efforcer d'être typiquement plus conforme et plus dominant, donc plus moteur, plus engagé, plus extraverti, etc. Alors qu'en fait, en nature, je suis plutôt l'inverse. Le RIASEC qui est sur de l'orientation professionnelle, et puis le Big Five qui est le questionnaire le plus validé scientifiquement, qui évalue 5 grands domaines de la personnalité: ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et stabilité émotionnelle. Et sur ces 5 grands facteurs, après ça qui se déclinent sous 16 traits de personnalité, vous avez dessus une note qui est déjà un peu plus fine que les étiquettes précédentes. Vous avez une note qui vous dit à quel point vous êtes plus ou moins ouvert aux expériences, plus ou moins agréable, etc. Il y en a plein d'autres. J'en ai testé moi-même 180 à peu près, que j'ai moi-même noté dans un fichier Excel parce que je suis comme ça, je vous l'ai dit. Et donc, s'il y en a qui vous intéressent, je pourrais vous donner une liste et vous donner accès au questionnaire. Je me suis amusé à les déconstruire, à comprendre comment ça marche. Voilà, chacun ses lubies. En tout cas, la plupart de ces questionnaires, il y en a des très sérieux à des moins sérieux. On peut vous donner votre école Poudlard, on peut vous donner votre personnage de Friends préféré. Voilà, et les questionnaires un peu de l'été, entre guillemets, et puis il y en a qui sont beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus rigoureux, qui sont utilisés d'ailleurs par des psychologues dans leur pratique pour identifier des cas cliniques sur certaines choses. Et les étiquettes ont plein d'avantages. Vous en connaissez certaines, vous êtes peut-être même auto-décerné certaines de ces étiquettes. Moi, j'avais commencé par là. J'ai fait des questionnaires qui m'ont dit, en fait, tu es à telle note, donc on va dire que tu tombes dans effectivement la fraction je sais pas, des perfectionnistes, dans la fraction des hypersensibles, ce que vous voulez. Donc voilà, vous trouvez la note et vous avez un libellé. Et ce libellé, il est sympa parce que déjà, ça permet de s'identifier. On se sent moins seul quand on se dit, ok, même si je suis dans un bout du spectre,
malgré tout, je ne suis pas seul quoi, dans mon truc, donc c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, ça permet de se sentir en communauté. On trouve des descriptions dans les rapports de ces questionnaires qui rassurent. On se dit, on est moins seul. Et ça a plein de vertus. Alors, c'est un peu limitant parce que, comme je disais, il y a quand même, dans tous ces questionnaires, il y a quand même une note qui est donnée. Et typiquement, si je prends le questionnaire du QI sur l'intelligence, si vous êtes à 132, vous avez le libellé HPI, donc zèbre, super, je ne sais pas quoi. Et si vous avez le 128, vous n'avez pas le libellé. Non, le 132, il n'est pas beaucoup plus intelligent que le 128. Vous voyez, donc, et selon en plus l'humeur du jour ou s'il a bien dormi, il bascule de l'un à l'autre. Donc, voilà, attention avec les étiquettes et attention à leur usage un peu trop banalisé, de type mon ex était un PN, ce genre de choses. Je cite personne, mais voilà. Alors, zèbre, c'est une appellation un peu plus récente qui revient un peu à HPI. C'est juste qu'on met derrière, il y a un blog qui est très intéressant qui s'appelle Rayure et Rature, qui est très chouette, avec une illustratrice qui documente tout ça, qui a sorti des livres dessus. Et en fait, le zèbre, on lui associe toute une série de fonctionnements, de caractéristiques, qui en fait sont des généralités. Certaines peuvent aller ensemble, mais pas toutes. Typiquement, c'est le problème des étiquettes d'ailleurs, c'est que c'est trop grossier. Si on dit le HPI, il est hypersensible. J'ai entendu des podcasts qui disent ça, des gens hyper sérieux qui disent ça, hein, et qui en fait c'est faux. Et si le HPI, par exemple, ça prédispose à être malheureux, aussi, hein, j'ai entendu ça, que être trop intelligent, c'est trop compliqué dans la vie, donc ça prédispose à être malheureux, c'est faux aussi. C'est démontré scientifiquement que c'est faux, je veux dire. Donc voilà, donc c'est le problème des libellés et de faire attention à bien. Exactement, faut faire attention aux généralités. Et en fait, ça s'applique à tout ce que je veux dire, c'est-à-dire que je suis obligé de généraliser et de donner un peu des profils et des grands concepts, mais tout est à prendre avec énormément de pincettes dans tout ce que je dis. J'aurais pu le faire aussi en introduction. Tout est à prendre avec des pincettes parce que tout est très subtil, l'être humain est hyper complexe. Donc voilà, tout ça, c'est avec toute la modestie et la prudence qui s'impose. Ok, alors, petite page de blague. Je ne sais pas si vous connaissez Charlie Brown, Snoopy. Bon, c'est une édition originale de mon grand frère qui dit en gros, là c'est Lucie qui parle à son petit frère Linus, qui dit j'ai de quoi t'aider pour être une meilleure personne l'année prochaine, voilà la liste de tous tes défauts. Linus qui lit et qui dit mais c'est pas des défauts, c'est des traits de caractère. Une blague, mais c'est quand même vachement intéressant quand je suis tombé là-dessus. En fait, les traits de caractère donc, nous caractérisent, nous identifient, et on va le voir juste après, c'est pour ça que j'ai mis là, c'est qu'en fait, ce qui nous identifie, ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, en fait, c'est souvent une fausse personnalité. C'est tout l'objet d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier cette fausse personnalité qui n'est pas nous. Très difficile. Et c'est tellement difficile que je vous recommande d'abord de penser à un proche, pensez à votre compagne, compagnon de vie, ou pensez à un parent, voilà, ou un ex. Mais voilà, pensez à quelqu'un et ce sera plus facile de voir éventuellement ce qu'il caractérise lui que de comprendre vous-même. En tout cas, en une heure, c'est pas forcément facile d'avoir le détachement et le courage de se regarder assez objectivement. Donc, on va attaquer. Alors, pour commencer déjà simple, on va regarder comment on réagit dans une situation donnée. Donc, il y a une situation qui va susciter des pensées, des émotions, et ces pensées et émotions vont aboutir à une réaction qui est soit une réaction, on disait, intériorisée ou externalisée. Donc ça, c'est le déroulement classique. Et évidemment, donc, pourquoi un événement? Alors l'événement peut être externe ou interne aussi. Donc l'événement externe, c'est si moi, par exemple, je vais dire à David, l'autre gars, t'es mal habillé. Bon, c'est moi qui suis externe à David et qui lui dis quelque chose. Le mal habillé, peut-être sur David, va rien faire. Sur lui, voilà, ça va être très très mal vécu. Donc on voit que la même situation, c'est pas, il n'y a pas de généralité, il y a pas, tout le monde fonctionne pareil. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Donc on va décortiquer ça et on va surtout, donc là on va parler un petit peu du pensée-émotion et on va décortiquer la première flèche qui est justement comment d'un événement on génère ses pensées, ses émotions. Alors un petit mot sur les pensées et émotions. Donc évidemment, on imagine bien quand on a une pensée pas très agréable, elle va générer une émotion qui n'est pas très agréable. Si je me dis que voilà, je suis cocu, et ben évidemment, l'émotion qui va être derrière ne va pas être très, très agréable. L'émotion découle de la pensée, dans ce sens-là, c'est assez facile, mais c'est vrai aussi dans la réciproque. Il n'y a pas de pensée sans émotion. D'où une superbe citation de Nietzsche.
les émotions sont nécessaires à la pensée. Il y a eu des cas cliniques, d'ailleurs, dans le passé, de gens qui ont été privés d'émotions par problèmes génétiques ou opérations du cerveau ou quoi, qui sont incapables de décider, par exemple. Les émotions sont aussi essentielles dans la prise de décision. Et il y a un gars qui a été traversé, le cerveau a été traversé de part en part par une barre en métal, d'1 mètre de long, quoi, et de 3 cm de diamètre, traversé. Le gars a survécu et il n'avait pas de séquelles physiques, mais une personnalité totalement modifiée. Parce que c'est passé par le lobe frontal gauche, qu'il avait un gros problème émotionnel, il a eu des problèmes sociaux derrière, il avait voilà, du mal à avoir des liens, à travailler, etc. Mais il a survécu. Et donc, il y a des cas comme ça dans l'histoire qui prouvent que, en fait, pensée et émotion sont intrinsèquement liées, et donc on ne peut pas les dissocier. D'accord? C'est vraiment un duo. Et de ces pensées et émotions, ensuite, évidemment, découlent nos comportements. D'accord? Bon. Donc, maintenant, on va se concentrer sur la première flèche. Et tout le reste va se concentrer sur la première flèche, avec d'abord 4 concepts, qui sont, on va dire, 4 concepts assez simples. Et ensuite, encore une fois, on va dérouler le pourquoi, 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 pourquoi. 4 concepts qui sont assez simples. Hop, on va résumer un petit peu. Donc, la culture, et la confiance en soi que je vais développer très rapidement, et puis ensuite l'attachement et le coping qui nécessite un petit peu plus d'explication. Ça va bien toujours? Okay. Donc la culture. Bon, la culture, c'est facile. L'homme est un animal social. Donc on a besoin de liens, on a besoin de communauté, on a besoin d'être dans un groupe, et on a besoin de ça parce que c'est voilà, un animal social, et ceux qui prétendent le contraire, peut-être aussi quelque chose à discuter. Mais par défaut, l'homme est un animal social. Et donc, par la nécessité d'avoir des liens, on a une nécessité de vivre en communauté, et pour vivre en communauté, ben, la communauté, pour le vivre ensemble de la communauté, il y a des règles. Donc on doit se plier aux règles, ce qui est normal. Et du coup, on doit aussi se plier au jugement des autres, par rapport au respect de ces règles, avec des sensibilités différentes, des susceptibilités différentes, mais malgré tout. Et donc, dans cette culture, on a une première dualité un peu difficile, c'est que à la fois, on veut exister pour notre individualité, on veut exister parce qu'on a une personnalité spécifique, avec un caractère spécifique, et à la fois, on veut s'inscrire dans un groupe et on a besoin du groupe pour exister. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui parce que pendant tous les millénaires passés, on vivait, on mourait dans notre communauté. Aujourd'hui, on a la liberté d'en changer, on peut quitter notre communauté, quitter notre pays, ce qu'on veut, et puis choisir une communauté, choisir ses amis, choisir le pays où on vit, etc. Ça, c'est moins vrai aujourd'hui. Malgré tout, c'est un composant important. Deuxième, la confiance en soi, le terme est assez facile, je pense que vous comprenez. C'est le sentiment qu'on a d'avoir assez de ressources pour réussir une tâche donnée. C'est pour une situation donnée. C'est très différent de l'estime de soi, je reviens dessus après. L'estime de soi n'a rien à voir, et c'est souvent confondu. Mais la confiance en soi, c'est vraiment, est-ce que là, pour réparer un vélo, est-ce que je me sens capable de changer le pneu du vélo? C'est vraiment dans une situation donnée. Moi, je me sens plus capable de payer mes impôts que de changer un pneu de vélo. Non, ce sera l'inverse. Donc ça, vraiment, ça va dépendre de la situation. Deux concepts suivants, donc le style d'attachement et le coping, qui nécessitent un petit peu plus d'explication. Alors, style d'attachement, c'est un concept très très important. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du style d'attachement? Non? Alors, le style d'attachement, c'est la manière dont on vit les liens avec les autres personnes. Donc, c'est la qualité des liens, c'est la manière dont on s'attache aux autres personnes. C'est un attachement qui naît dans l'enfance et qui ensuite se développe et en fait continue à l'âge adulte. Et cette qualité des liens va évidemment se ressentir souvent avant tout en couple, seulement avec les enfants, souvent moins dans les amitiés, enfin plus la relation est lointaine et moins ça va se sentir. Mais on va avoir deux facteurs qui vont déterminer le style d'attachement, l'évitement et l'anxiété. L'évitement, vous voyez, hein, c'est que s'il y a un problème, je prends la tangente, je m'évite de souffrir. Donc si je sens qu'il y a une situation qui va me mettre mal à l'aise, où je vais être pas bien, je l'évite. Je sens que, je ne sais pas, mon conjoint déjeune avec son ex, exemple, hein, pardon, et ben, ça me met mal à l'aise, bah, l'évitant, il va plutôt prendre la tangente. Donc, il va aller voir ses potes, il va regarder Netflix, il va rappeler lui-même son ex, enfin voilà, il fait ce qu'il veut, mais il évite la souffrance. L'anxieux, c'est l'inverse. L'anxieux, lui, il va pleurer, il va dire oh là là, j'espère que tu vas pas tomber amoureux de lui, est-ce que tu vas pas me quitter, etc. Enfin, là, il y a une anxiété d'attachement, il y a un peu le côté, vous savez, voilà, de la personne là, emprisonnée, là, en boulet, vous savez, derrière la cheville, là, comme ça, de l'anxiété. Donc,
Sur ces deux axes, on distingue 4 cadrans. Le premier, c'est le secure. C'est un mauvais anglais, mais quelqu'un qui est sécurisé. Donc ça va. Il n'est pas très élevé ni en anxiété ni en évitement. Donc s'il y a un truc, ben, on en parle. Et il n'y a pas, voilà, il y a pas de drama, il n'y a pas de peur, il n'y a pas tellement d'émotions. Et dans des situations même difficiles en couple, il n'y a pas tellement de ressentis négatifs et il n'y a pas besoin d'avoir une stratégie ou une autre. Donc, les sécures représentées, alors le style d'attachement, ça a été défini, je crois, dans les années 80, donc ça remonte un peu. Donc ça fait des décennies de recul qu'on a. En fait, initialement, c'était à peu près 50% de la population, c'est plutôt en descente. Au profit des insécures. Les insécures, c'est les 3 autres. Alors, les évitants sont, on les décrivait un petit peu avant, donc ils évitent, donc ils fuient. Ça peut même aller, si vous avez une relation de couple qui commence à vaciller, l'évitant, il va prendre la décision de partir de lui-même, sans attendre que de se faire quitter. L'évitant, c'est quelqu'un même qui peut rester célibataire pour s'éviter le risque de s'engager dans une relation, de s'attacher et de souffrir in fine. L'évitant, ça peut aller assez loin. C'est aussi souvent les addictions qu'on retrouve dans les évitants. Et là, donc, c'était à peu près un quart de la population, et c'est en hausse. Peut-être aussi en hausse parce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies d'évitement qui sont facilement accessibles. Ça peut être controversé, mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, vous avez assez facilement accès à n'importe qui autour de vous. Je pense que les codes sociaux aussi se détendent. Vous avez facilement accès à la pornographie en ligne, vous avez facilement accès à Tinder, n'importe quel appli de rencontre. Si vous avez un stress dans votre couple, vous allez vous inscrire à côté, hop, on peut fuir. Donc il y a des stratégies d'évitement qui sont peut-être plus accessibles qu'avant. Peut-être que ça justifie un peu l'augmentation de ce chiffre. Les anxieux, donc, on le décrivait tout à l'heure, les anxieux qui sont assez stables, et ça va être, vous voyez, si on prend les jaloux, sont des anxieux. L'évitant, il s'évite de ressentir la jalousie, donc il va avoir des stratégies pour ne pas ressentir la jalousie. L'anxieux, il la subit. Il subit son émotion, il subit sa situation, donc il souffre. Et le plus compliqué, c'est le désorganisé. Alors, le désorganisé, c'est l'addition des deux. Donc, ça veut dire qu'il peut passer de l'un à l'autre. C'est assez compliqué, même pour la personne en face, ça peut être un peu difficile à suivre. Des fois, ça va être quelqu'un qui tantôt va être très anxieux, donc qui va dire mais pourquoi tu me quittes? Mais non, mais c'est pas possible. Tu te rends compte de ce qu'on avait ensemble et que tout. Attends, faut qu'on discute, etc. Et puis qui peut-être la minute après ou peut-être le lendemain, me dit tu sais quoi? Allez, j'en ai marre, je me casse. Et puis qui part. Et puis qui le lendemain rappelle en disant non mais attends, tu te rends compte, c'est quand même dommage et tout voilà. Et qui fait du yo-yo entre les deux. Ça existe. Plus ou moins vite, mais ça existe. Et c'est malheureusement en croissance, les désorganisés. Style d'attachement, ça va? Peut-être aussi vous commencez à reconnaître des gens, ou vous pouvez peut-être vous positionner vous-même. Ensuite, on passe au coping. Donc, en anglais, c'est comment on gère le stress. Un dernier composant qui est, je pense, important, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui, par plein de raisons qu'on va voir aussi dans la suite, vous occasionne du stress, comment vous gérez ce stress? Et là aussi, il y a des gens qui gèrent très, très différemment le stress. Et ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, le style d'attachement. Et là, j'ai rien pu lire sur le sujet, je ne m'avancerai pas, mais il y a certainement des liens entre évitement, anxiété du style d'attachement et les stratégies de coping. Alors, stratégie de coping, on a donc 2 axes. Engagé, donc qui est un côté un peu actif, un peu impliqué, engagé, ou externe, c'est-à-dire plutôt tourné vers le stresseur, c'est-à-dire ce qui a occasionné le stress, ou interne. Ça va? Ça pique un peu les yeux? Oui, un peu, je suis désolé. Alors, pourtant, c'est que le début. Hein. Mais donc, on va commencer par les choses un peu simples. Par exemple, l'engagé va dire, OK, je vois qu'il y a une situation qui ne marche pas, je vois que j'ai du mal dans mon travail, pour pas couple, j'ai des problèmes dans mon travail, qu'est-ce que je peux faire? Et ben voilà, l'engagé, il va réfléchir, il va dire, OK, je prends les avantages, inconvénients de chacune des solutions, je vais réfléchir au truc, éventuellement même, je vais aller chercher des conseils auprès de proches sur qu'est-ce que tu me conseilles de faire, est-ce que je dois changer de job, est-ce que je m'accroche, enfin voilà. Donc là, on est dans des choses engagées, on est actif, on est impliqué dans la recherche de la solution. Ça peut être des trucs plus internes, donc ça peut être de la détente, de la gestion émotionnelle, ça peut être du yoga, voilà, des choses qui sont un peu plus internes. En tout cas, on est plutôt engagé. Et donc, si on descend un petit peu plus vers en bas à gauche, on va arriver sur des choses qui sont moins engagées, c'est-à-dire un peu plus fuyantes et un peu plus internes. Alors, quand je dis spiritualité vers l'externe, c'est que la spiritualité, c'est une recherche quand même
transcendance, donc c'est quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, bon, ça, je ne sais pas, une prière, typiquement, pour moi, a trait plutôt à l'externe. Par opposition à de la rumination, où la rumination, on est entre soi et soi, on est dans sa tête, ça tourne, ça gamberge, et on n'en sort pas. Tout ça, ce sont des stratégies. Le terme est choisi, c'est que, en fait, elles s'apprennent. Il y a des cours pour développer ces stratégies. En fait, l'idée, c'est de savoir les manier. Alors, je ne vais pas trop m'étendre parce que ce serait très très long, mais typiquement des stratégies de fuite au moment vraiment dur, ça peut être assez vital de dire hop, 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 je me désengage. Là, il vaut mieux pas que je fasse quelque chose là tout de suite parce que sinon, je vais péter des assiettes ou quoi. Et puis ensuite, une fois que c'est redescendu un petit peu, là, on rentre dans des stratégies un peu plus engagées. D'accord? Donc, même dans une même situation, on peut enchaîner plusieurs stratégies. Après ça, il y en a qui sont dysfonctionnelles. C'est-à-dire que si on est constamment dans des stratégies de désengagement, de fuite, ça ne marche pas. Et on n'en sort pas, et ça avance pas, et ça se répète, et voilà. Donc tout ça se développe, et en fait, de prendre conscience de toute cette diversité de stratégies, ça permet, et de les développer, ça permet aussi d'avoir un arsenal pour piocher en fonction, alors idéalement un peu consciemment en fonction de, c'est-à-dire, je vois qu'il y a une situation là qui n'est pas bien, je vais commencer par me désengager, faire 2 heures de Netflix, ça va redescendre, et ensuite, on va revenir, et ensuite, on va essayer de trouver quelque chose de plus fonctionnel. D'accord? Donc, à ce stade, on en est toujours à la même question. Donc, on a vu la situation, on a vu pensée-émotion, et on a vu déjà 4 premiers concepts qui expliquent comment on en vient à réagir comme ça, mais on est bien d'accord que ça ne suffit pas. Enfin, moi, en tout cas, à ce stade-là, j'avais déjà compris pas mal de trucs, mais clairement, je n'étais pas arrivé au bout du chemin. Et donc là, je pense que beaucoup ont découvert une première notion, qui s'appelle les masques. Si certains ont lu du Lise Bourbeau ou des auteurs comme ça, le sujet des masques a été pas mal, je pense, décrit dans plusieurs ouvrages et dans plusieurs méthodologies. Et je pense que c'est incontournable. Je vais vous parler un peu des masques. Les masques, il y en a qui sont familiers avec la notion de masque, de personnalité, ouais, un petit peu. Ouais. Ok. Alors, déjà, le masque au théâtre, en latin, ça se disait persona. Et donc, vous entendez personnalité derrière, donc il y a un lien. Mais en fait, c'est une fausse personnalité. On revêt un masque pour une des raisons, c'est justement la communauté, pour être voilà, dans le vivre ensemble, mais aussi pour se protéger de blessures sous-jacentes, de blessures qu'on a au fond de soi, et qui sont beaucoup plus inconscientes encore. Donc le masque est souvent inconscient, les blessures sont encore plus profondes, donc encore plus inconscientes. On voit les blessures donc après. Ouais. 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 Oui. Alors, en fait, le fait de se comporter différemment selon une situation, oui, évidemment, parce que certaines situations vont titiller, on va le voir juste après sur le masque, sur les blessures. Maintenant, entre travail et maison, alors oui, en ce sens que dans le travail, si je suis perfectionniste et que j'aime qu'on me complimente pour mon travail, sans doute dans le travail, je vais être vachement impliqué. Si chez moi, je suis moins confronté au faire, à la qualité de ce que j'entreprends, je serai peut-être moins sensible sur ce sujet. Mais non, sur le disque, pour moi, c'est plutôt, moi, je le perçois plutôt comme une sorte de contrainte, d'effort. C'est-à-dire que si je vais au travail, bah, je me plie un petit peu à l'environnement du travail. L'effort, c'est une adaptation. À la rigueur, plus c'est aligné, les deux, du disque, plus ça veut dire que on est dans le job qui nous correspond. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ou plus on est au naturel, ouais, c'est-à-dire on ne varie pas trop selon la situation. Là c'est un peu différent. Là, c'est vraiment le masque, on va le voir, alors on en a plusieurs, souvent, et donc ça va compliquer les choses, mais on en a plusieurs, et le masque vient en protection d'une blessure, et en fait, il agit, je déroule un petit peu, il a 3 caractéristiques. Il a des besoins d'être alimenté, parce que quand on alimente son masque, on protège la blessure, on est alimenté, et quand il n'est pas alimenté, on stresse. On n'est pas bien, et on stresse de plus en plus. Donc, le masque est crucial pour expliquer à la fois la personnalité visible de l'extérieur, parce qu'on revêt le masque. Donc, la personnalité visible de l'extérieur, en fait, c'est le masque qu'on voit la plupart du temps. Quand tout va bien,
le masque, il peut se détendre, un peu comme un masque d'ailleurs, comme un, je sais pas, comme une crème UV, quoi. C'est comme un pare-soleil, quoi. En fait, on revêt ça pour se protéger. Derrière, on a une peau vulnérable. Bon, c'est mon cas. Je suis le pire type, voilà, le pire peau qui soit. Et donc, je prends des coups de soleil. Donc, je mets tout le temps mon masque voilà, UV 50 pour me protéger. Si je suis à l'intérieur, seul avec moi-même, je n'ai pas besoin de crème solaire. Donc, les masques servent à protéger. Et on va le comprendre juste après. Alors, j'ai identifié 13 masques qui sont là aussi une sorte de réunion de ce qu'on peut lire à droite à gauche dans différentes méthodologies. Et on pourra détailler si certains connaissent les méthodologies qui m'ont servi de source. On va évidemment pas détailler les 13 et encore moins sur tous les concepts, ça ferait beaucoup trop. Donc, je vous les cite juste ici parce que je pense que, pas systématiquement tous, mais je pense que vous en reconnaîtrez certains, peut-être difficilement chez vous-même, mais en tout cas dans votre entourage ou dans des gens que vous côtoyez. Je ne vais pas tous les décrire en détail, mais le perfectionniste, donc c'est quelqu'un qui veut que tout soit bien fait, vous connaissez le terme. Le gentil, c'est quelqu'un qui est souple, qui s'adapte, peut-être se suradapte, mais qui va être très, très altruiste, voilà, qui va donner beaucoup pour faire plaisir à l'autre. Le narcissique, vous connaissez, il a besoin d'être sous les projecteurs et que tout le monde l'aime et le regarde, etc. Le leader, c'est qui même me suive, et voilà, et c'est moi d'abord. Le rebelle, hein, contre l'autorité, voilà, je refuse, dictate, etc. L'épicurien, c'est ah bah tiens, si on allait prendre un verre ce soir, ce serait sympa et tout. Allez, viens, c'est marrant. Voilà. Vous voyez, je sais pas, je ne vais pas tout dérouler, mais vous percevez déjà, je pense que vous avez dans votre entourage des gens où, par défaut, vous allez dire bah oui, ce gars-là, il est toujours prêt à faire la fête, il est toujours prêt à sortir, etc. Celui-là, il est un peu sérieux quand même. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est le comptable, tout rentre dans des cases et voilà, il faut que ça marche bien, etc. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très, très sérieux. Le battant, c'est je veux réussir, quoi qu'il en coûte, je veux arriver au bout, je veux gagner de l'argent, voilà, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui cherche la réussite. L'original, donc quelqu'un qui est un peu atypique, un peu différent, qui va souvent se vêtir différemment ou parler un peu différemment ou dire ah bah tiens, je suis en train de lire un bouquin là sur l'histoire des Mérovingiens, voilà, et ils sont en train voilà, de vous décrire tout ça. Quelqu'un qui se différencie par son originalité. D'accord? Ça va avec ça? Donc voilà, 13 masques. On ne va pas tous les décrire. J'en ai sélectionné juste un petit tout ensemble. Et on va commencer. Ah, les contrastes n'apparaissent pas, donc ça va être un peu dur à lire les lignes. Mais en fait, il y a du vert blanc, vert blanc. On va commencer par le premier, juste pour faire un exemple simple sur ce fameux perfectionniste. Alors, c'est pas par hasard, hein, très franchement, parce que je le connais très bien celui-là. Donc, le perfectionniste, il a un besoin. Le besoin, c'est d'être reconnu dans le travail qu'il fait, dans sa gestion de l'emploi du temps, dans ce qu'il réalise, etc., dans son faire. Il a besoin d'être reconnu. Et c'est aussi un moteur. Quand je dis moteur, c'est ce qu'on appelle un driver en anglais, si vous cherchez ou si vous avez lu sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire, puisque j'ai besoin, dans mon masque, puisque j'ai besoin d'être reconnu dans mon travail, bah, du coup, je vais faire bien mon travail. Ça peut être aussi une qualité. Moi, tous mes employeurs, ils sont contents de moi, parce que je fais bien mon travail. Parce que quand on me dit de faire un truc, bah, je fais tout pour bien le faire. Parce que j'ai besoin d'être reconnu dans mon travail. Si on me dit, c'est super, Vincent, là, ton séminaire, vraiment, à Kuna, c'était génial, pour moi, c'est la norme. C'est passable. OK, ça va, ça va. Voilà. Si on me dit, ah, c'était un peu long, ou tes slides un peu durs, c'est la fin du monde. Je suis nul, je ne vois rien. C'est fini. D'accord? Vous y êtes? Et là, je commence à stresser. Si on commence à me dire, oui, mais là, je t'avais dit, tu vois, il faut que ça tienne en 1 heure. Regarde, tu as parlé 1 heure et demie. Les gens, ils ont décroché à la fin, tu vois, c'est trop long. C'est fini, c'est fini. Et là, je rentre dans le stress. Le perfectionniste, quand il stresse, il culpabilise d'abord. Il dit, bah oui, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, je suis nul, voilà, il va se blâmer, tout ça. Mais ensuite, il va le tourner en colère. Il va être en colère. Il va se défendre. Il va dire ouais, mais regarde, il y a des gens qui sont arrivés derrière. J'ai dû répéter des trucs. Ouais, mais regarde, c'est parce que j'ai pas eu le temps de me préparer. Hein, et puis c'est la faute aux autres. Voilà. Un manager perfectionniste, il s'en prend à son équipe. Mais regarde, je t'avais dit de faire ça. Écoute, regarde, ça fait depuis hier que je te le demande et tout. C'est toujours pas fait, machin. Voilà. Il va surcontrôler. Il va dire attends, tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Laisse tomber. Voilà, je vais le faire moi-même. Ça vaudra mieux. Ça sera mieux fait. Et quand ça pousse très loin, c'est l'excès de stress, quand ça va très loin, ça a tendance à l'obsessionnel. Donc c'est quelqu'un qui va tout vérifier jusqu'à la moindre virgule, qui va tout contrôler, qui va s'épuiser, parce que du coup, évidemment, c'est sans fin. Donc c'est très sujet au burn-out, ce type de profil, ce type de masque. Et tout le monde est nul. Alors, vraiment, je ne suis pas aidé, je suis entouré de bons à rien. Okay. Les masques nous identifient. Et quand on dit, lui, il est gentil, lui, c'est un original, ou lui, il est
il est toujours conciliant, le médiateur, voilà, il cherche toujours à ce qu'il n'y ait pas de conflit, il n'y ait pas de problème, que tout soit fluide et tout ça. Ce sont des qualités derrière. Et en fait, dans chacun des rôles, que ce soit un barman ou que ce soit un comptable ou que ce soit un artiste sur scène, bah, il faut quand même des personnalités différentes pour les incarner. Et toute cette richesse, bah, c'est cool en fait qu'il y ait une richesse de masques pour les incarner. Mais ce sont des masques. Et les masques font la diversité de notre monde et toute la richesse. S'il n'y avait pas des masques, il n'y avait pas des blessures, il n'y aurait pas d'artistes sur scène. Non. Mais voilà, si moi, je n'avais pas ma tendance obsessionnelle, eh ben, je n'aurais pas allé jusqu'au bout, je n'aurais pas écrit un livre. Et vous ne seriez pas là. Enfin, donc le monde est bâti de gens et de leurs masques. Et en fait, ces masques sont tellement descriptifs qu'ils nous identifient. Et on s'identifie à nos masques. Et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on l'a toujours été. Et ça apporte des choses très très bien. Moi, je connais plein de gens, la majeure partie d'ailleurs, qui disent, moi, c'est pas des difficultés dans la vie, moi, je suis très très bien comme je suis, quoi. Et qui choisissent leur relation en fonction, qui choisissent leur boulot en fonction, et qui sont très très bien. Et moi, j'en connais qui ont été perfectionnés jusqu'à leur dernier jour, et avec qui ça a très très bien marché. Et au contraire, ça les a protégés, et leur masque a fonctionné, jusqu'au dernier jour. C'est là où je suis. Quelle différence tu fais entre le masque et un trait de personnalité finalement? Pourquoi en fait tu parles de masque? Est-ce que ça voudrait dire que il y a le masque et puis derrière le masque il y a autre chose? Alors qu'en fait finalement le trait de personnalité si je reprends ta métaphore de la crème, bah, finalement c'est juste non, la position de ton nez fait que c'est ça, tu vois, il n'y a pas besoin de cette crème. Ouais, très bonne question. Alors plus tard, je pense que ce sera plus clair et on comprendra mieux. Mais effectivement, pour moi, il y a une vraie personnalité qu'on voit en fait quand on n'est pas dans le stress. C'est-à-dire que quand on est soi, c'est-à-dire que le masque apporte des qualités, on les exerce, voilà, le perfectionniste il fait bien son travail, c'est cool. Et quand on lui dit super, tu as bien fait ton travail, tout se passe bien, etc. Et là, il exprime une vraie personnalité. Le masque, on le voit surtout quand on stresse. C'est un driver, mais on le voit aussi quand on stresse. Et pour moi, se débarrasser de ces masques, moi, est vraiment le chemin de vie. Se libérer de ces masques. Laurent Gounel, s'il y en a qui lisent, je reprends quasiment ces mots, se libérer de ces masques. Je vous promets la liberté, pour ceux qui ont la référence et qui est un super bouquin. En fait, se libérer de ces masques, c'est justement se reconnecter à sa vraie nature. Cette personnalité, alors ça dépend desquelles. Si on prend des choses très, très descriptives, comme dans le Big Five, de dire je suis agréable, là, on est vraiment plutôt dans du tempérament, dans des choses qui sont assez stables. Ce n'est pas un trait caractéristique. Bon, c'est un trait caractéristique qui est de dire c'est quelqu'un qui est battant, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un voilà, qui est toujours prêt à aider les autres, etc. Tous ces traits caractéristiques qui font vraiment la personne, moi, sont le fruit des masques. Et c'est là aussi une subtilité, c'est que finalement, se débarrasser de ces masques, c'est aussi perdre une part de son identité. C'est-à-dire que si moi, je suis quelqu'un de super gentil, qui me plie en 12, si je reçois chez moi, et ben voilà, je vais m'assurer que tout le monde est heureux, que tout se passe bien, que les gens ont de quoi manger, etc. Mais si moi, je fais ça, et que demain, j'arrive à me débarrasser un peu de ce masque, parce que le masque, on le voit, il entraîne aussi du stress, parce qu'il a un besoin, et quand il n'est pas nourri, le besoin, moi, voilà, si je suis gentil, déroulé, si je suis gentil, c'est parce que j'ai besoin d'être aimé. Et je me dis, pour être aimé, il faut que je donne. En fait, il y a une notion de réciprocité. Donc, dans cette réciprocité, si on me dit, bah, c'est super, merci beaucoup pour ce que tu fais pour moi, tu nourris. Et donc, je donne parce que j'ai cette notion de, en fait, c'est normal, je donne et je reçois. Mais si je donne et que l'autre ne me dit pas merci, là, je commence à stresser. Et donc, je vais essayer d'en faire encore plus. Je vais en faire des caisses, hein, et des tonnes. Et je vais me suradapter, je vais me plier en 12. Et je vais dire, mais t'es sûr, mais est-ce que tu veux pas et si j'ai toujours pas merci, je commence à stresser de plus en plus. Et là, personne ne m'aime, tu vois, voilà, c'est Calimero. On a déjà sorti ça. Au travail, en plus. Au travail, on m'a dit, t'es un Calimero. Donc, c'est quelqu'un qui se suradapte, et puis à la fin, il gémit, il dit, mais je sais pas quoi faire, quoi. Comment je peux faire mieux, quoi. Je viens de révéler, j'ai déjà les deux premiers. Donc, vous pouvez vous reconnaître dans plusieurs lignes, c'est tout à fait normal. Je ne vais pas détailler évidemment tout, il faut que j'avance un petit peu. Donc, sur ce diagramme qu'on avait tout à l'heure, où on avait fait les quatre premiers concepts qui viennent moduler un petit peu les pensées et émotions, on rajoute les masques. Et en fait, les masques et leurs besoins viennent moduler cette réaction. Pourquoi? Parce que, je disais, David, t'es mal habillé. Ben voilà, ce mal habillé, si David, il est l'original, il a besoin de se sentir différent
dans sa manière de s'habiller, il a besoin de, voilà, il a besoin, ou narcissique, typiquement, voilà, ces masques-là. Le narcissique, si on lui dit, bah, tu ressembles à rien, c'est la fin du monde. Le mec, il est en hyper stress, il est en PLS. Alors que moi, si on me dit, tu ressembles à rien, franchement, c'est pas un sujet pour moi. Donc, mon look, je m'en fiche. Donc, on voit que le besoin du masque va complètement moduler la réaction. Et la pensée derrière. On va voir pourquoi après. Je peux arrêter là. Pourquoi? Pourquoi? D'accord? Ça va? Oui. Bon. Donc, on commence à rentrer un petit peu plus dans l'inconscient. Le masque, n'est pas forcément accessible à tous. C'est-à-dire que même dans les descriptions que je donne, et même dans les réactions sous stress, il y en a plein qui ne se reconnaissent pas. Mais non, ils ne se reconnaissent pas. Il y a une résistance, parce que déjà derrière, ça peut être des défauts, donc c'est pas facile d'avoir des défauts. Et puis encore une fois, parce que c'est notre construction, parce qu'on l'a toujours eu, et on parle de la genèse après, ça a toujours été en soi, donc c'est difficile de conjuguer avec quelque chose ou de prendre conscience d'avoir une sorte d'écart objectif sur soi, alors que ça a toujours été là. C'est pas facile. Bon, on passe au concept des blessures sous-jacentes au masque. On disait tout à l'heure, les masques protègent les blessures. Non, je ne chanterai pas. La blessure est sous-jacente au masque. Alors, elle a elle aussi des caractéristiques. La blessure, il faut imaginer que, en fait, derrière chaque masque, il y a une blessure. J'ai là aussi beaucoup de prudence. J'ai là aussi proposé des associations, des duos masque et blessure. Tout est évidemment discutable. Je suis très ouvert à la discussion. Vous pouvez me dire, non, je pense qu'on peut revêtir tel masque par rapport à une autre blessure ou par rapport en réaction à quelque chose qui n'a rien à voir. Malgré tout, il y a quand même ce binôme masque en réaction pour protéger une blessure. On se protège, pourquoi? Parce que c'est naturel, on ne veut pas souffrir, d'accord, c'est la base, on ne veut pas souffrir. Donc si on a une blessure, je sais pas, je me suis entaillé, je ne veux pas souffrir, je vais mettre un antidouleur, Doliprane, je ne sais pas quoi, un pansement, je vais me protéger de la douleur. D'accord. Et c'est vrai aussi au niveau psychique. La blessure a des caractéristiques qui lui sont propres. On a une vision du monde déformée. La blessure amène un prisme de lecture de la réalité. Donc là aussi, si je sais pas, si voilà, deux personnes me demandent quelque chose, je ne le fais pas, et ben il y en a une peut-être qui va dire bon, c'est pas grave, peut-être la prochaine fois il le fera. Une autre va dire ah, j'en étais sûr, voilà. On ne peut pas compter sur les gens. On peut pas compter sur les gens. Ça, c'est une vision du monde déformée. Parce que finalement, c'est juste une fois où j'ai pas pu. Peut-être que 10 fois à côté, j'ai pu rendre service. Une fois, j'ai pas pu, ah, j'en étais sûr, je peux pas compter sur lui, c'est fini. C'est une vision du monde déformée. La peur profonde, c'est une peur sous-jacente. On va le voir avec des exemples juste après, ça sera plus clair. L'injonction, c'est qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je m'impose de faire pour justement m'éviter de confronter à ma peur, éviter de me confronter aux émotions douloureuses. Donc il y a des injonctions. De ces injonctions naissent des exemples, ça va paraître plus clair. Alors, on va commencer par ce fameux masque de perfectionniste. Propose que derrière, il y a une blessure dite d'échec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans cette blessure, la vision du monde est qu'il est imparfait, il est dur, il est exigeant. Il faut faire les choses vachement bien pour mériter l'amour, pour mériter d'être considéré, pour mériter d'être valorisé. Donc, ça veut dire que c'est un monde qui ne pardonne pas l'erreur. Si je fais une erreur, je suis nul, je ne vaux rien. Ça, c'est une vision du monde déformée. C'est une vision du monde déformée parce que, typiquement, je vais reprendre un exemple en couple. Si ma compagne me fait un reproche, je vais dire c'est fini. Elle m'aime pas. Si elle a un truc à me reprocher, forcément qu'elle m'aime pas. Comment je peux être aimé alors qu'on me reproche quelque chose? Vision du monde déformée. Derrière la peur, c'est la peur de perdre, la peur d'échouer, c'est le nom de la blessure, la peur de perdre, d'accord? La peur de perdre, alors ça peut être perdre matériel, perte émotionnelle, l'échec au sens large. Peur d'échouer, c'est ça la peur derrière. Ce qu'on appelle l'émotion vraie, donc c'est ce qu'on ressent, la tristesse. C'est-à-dire que quand on échoue, généralement on est triste, d'accord? Si j'ai perdu une partie, si j'ai mal fait mon travail, si je ne sais pas quoi, si on m'a quitté, je suis triste. Mais pour s'éviter de souffrir, pour s'éviter cette émotion, vient l'injonction. L'injonction, c'est, puisque c'est ça, je ne vais faire aucune erreur. Et la logique, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être en échec, je ne veux pas qu'on me reproche quelque chose, donc je vais faire aucune erreur.
Et donc, je suis perfectionniste parce que je veux m'éviter de souffrir de l'échec, je veux éviter d'être triste, je veux éviter de dire, ah bah oui, j'ai raté. Et comme je veux m'éviter ça, bah, je vais tout faire pour l'éviter. Donc, je vais faire de mon mieux pour éviter l'erreur. Ça va, l'enchaînement? Ouais. Donc, voilà, et cette vision du monde, en fait, elle est très importante, et on va la comprendre après, c'est que ça va être un prisme déformant de la réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans toute situation, systématiquement, la vision du monde déformée va intervenir. Donc, encore une fois, si je dis à l'un d'entre vous, bah, écoute, là, voilà, ce que tu as rendu, c'est pas exactement ce que je voulais. Quelqu'un qui n'est pas perfectionniste, ok, bah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux la prochaine fois? Quelqu'un qui est perfectionniste, il dit, c'est fichu, il va me virer, ou je suis nul. Enfin, comment il va me garder? S'il a des trucs à me dire. Ok. Bon, je déroule là encore sur quelques autres blessures. Je vais prendre le gentil, puisque je le prenais tout à l'heure en exemple. Donc pour le masque de gentil, ce que j'ai appelé insuffisance, c'est un terme un peu difficile. Je n'ai pas trouvé exactement le bon terme pour le caractériser, mais en gros, l'idée, c'est de dire je ne mérite pas d'être aimé. Et là, on est plutôt dans l'être. D'accord. Le perfectionniste, c'est dans le faire. C'est ce que je fais, c'est pas suffisamment bien. L'insuffisance, c'est je suis pas assez bien, je suis not good enough. C'est vraiment je suis pas assez bien pour toi. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'assez bien, je n'ai pas assez de valeur, je ne suis pas assez gentil, etc. Et donc, là, derrière, il y a évidemment une expression de besoin qui est nécessaire. La vraie émotion, c'est que j'ai des besoins, j'ai besoin qu'on les entende, j'ai besoin de les vivre, et j'ai mes limites aussi. En fait, comme j'ai peur, si j'impose mes limites, si j'exprime mes besoins, si des fois je dis j'en peux plus, quoi, j'en peux plus, je suis crevé, là, voilà, j'en peux plus, et ben en fait, derrière, c'est pas bien. La colère, c'est pas bien. Déjà, c'est une émotion qui est très très mal jugée, la colère. Donc la colère, c'est pas bien. Et j'ai intégré cette vision du monde déformé de toute manière, si je ne suis pas quelqu'un de très bien, voilà, de tout lisse, de tout gentil, je ne mérite pas d'être aimé. Et donc, du coup, l'injonction derrière, c'est de dire, eh ben, je vais tout faire pour qu'on dise, bah, c'est un mec super gentil. Un mec, tu lui demandes quoi que ce soit, il est toujours disponible et tout. Il est vachement gentil, ce garçon. Et donc, derrière, masque de gentil. Et donc, le masque de gentil, bah, il a besoin qu'on lui dise, ah, c'est super, merci pour ce que tu as fait pour moi. OK? Vous comprenez un peu le déroulé? Non, mais moi, je me dis, ça me fait peur parce que pour moi, j'ai presque toutes les visions du monde concentrées. Soit j'ai tous les masques, soit non. Non, mais Non, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'on a tous les masques? Alors, je vais dire oui. Voilà, ça va pas te rassurer. Non, mais c'est pas toi, c'est nous tous, en fait. C'est nous tous. Non, non, parce qu'on se connaît pas assez, mais non, c'est nous tous. On a tous les masques, on va comprendre pourquoi après, mais à des proportions très différentes. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre des points à chacun. En l'occurrence, il y a des questionnaires, je pourrais vous rediriger, mais il y a des questionnaires qui existent qui donnent un peu justement des points sur chacun des masques. Effectivement, on en a tous plusieurs. Enfin, voilà. Mais il y a des proportions différentes. Donc, il y en a quasiment insignifiants. Moi, l'original, franchement, il faut le chercher. Enfin, tu vois, l'épicurien, oui, de temps en temps. Et c'est nouveau. Et en fonction des moments de la vie, et en fonction de ce que tu subis souvent, de ce que tu souffres, eh ben, tu vas travailler des fois sur un masque et tu vas le dépasser, tu vas t'en libérer. Moi, typiquement, le perfectionniste était mon premier masque. C'était le truc qu'on voyait en premier il y a 10 ans. C'est le truc qu'on voyait en premier chez moi. Et puis, par les échecs de ma vie, hein, je parlais en intro, quoi, quand on vit des échecs, bah, ça confronte. Et donc là, le masque, il a beau dire, mais non, fais de ton mieux, fais de ton mieux. Après, je dis, ouais, mais là, gars, t'as échoué. Et en fait, quand tu te confrontes à ta blessure, malgré toi, tu vois, tu as tout fait pour l'éviter, mais si tu te confrontes à ta blessure, et ben, malgré tout, tu ressens ton émotion. Et ça, c'est en fait, c'est le vrai travail. C'est de ressentir un peu cette émotion véritable. Quand tu la ressens, en fait, tu te rends compte bah, que c'est OK. Tu vois, tu te rends compte éventuellement que en fait, l'autre, il t'aime toujours, même si tu n'as pas fait tout bien. L'autre, il t'aime toujours, même si tu n'es pas hyper gentil et que tu t'es pas plié en 12. Et, tu vois, et dans ce travail-là, du coup, les parts et la présence des masques varient au fil de la vie. ouais. Donc le vrai travail, c'est de reconnaître ton émotion, mais ne pas laisser qu'elle te contrôle, quoi. Alors, l'émotion vraie, tu veux dire? Parce que tout à l'heure, il y avait une émotion liée au stress, mais l'émotion vraie, en fait, c'est de s'autoriser à la vivre. Le gentil, par exemple, c'est de dire non, d'exprimer un non, c'est d'exprimer une limite. Alors, de l'exprimer bien, tu vois, évidemment, si c'est une colère qui pète, mais une colère saine. La colère saine, elle est positive, elle est constructive, même dans un couple.
Mais exprimer une bonne colère, pas une colère attaquante sur l'autre, de taffer comme ça, tu vois. Une colère saine, de dire je vis ça, je suis épuisé, j'en peux plus, je suis pas bien. Tu vois. Exprimer une colère, exprimer une limite. Alors, le problème, c'est que le gentil, souvent, ça va être un tout dernier recours en mode harakiri, quoi. Mais donc, le travail, c'est de le faire avant. C'est avant d'arriver jusqu'à ta limite où tu n'en peux plus, le burn-out. Tu vois, le perfectionniste, il fait tout son max, etc. Bah, quand tu fais un burn-out, bah, tu arrêtes de vouloir faire tout ton masque, tout ton max. Ah, très fort. Donc, tu quittes de facto ton masque, tu vois. Tu es en burn-out, tu es au fond de ton lit, tu es au fond de ta baignoire, tu passes 3 heures, tu remets de l'eau chaude, tu n'arrives pas, voilà, tu n'arrives plus à rien, tu es épuisé, et ben là, tu es, voilà, contraint forcé, tu dis, OK, bon, ben, j'ai pas réussi. Quoi. Et quand tu vis ton truc, quand tu vis, il a cette tristesse de dire, OK, j'ai pas réussi, j'ai pas. Voilà, je voulais être au top, je voulais ma carrière, tout, machin, j'ai pas réussi. Quand tu te confrontes à cette émotion, tu t'aperçois que le masque est plus forcément utile. Et du coup, tu arrives à le mettre, à l'adoucir. Et du coup, petit à petit, bah, tu peux. Alors, c'est pas que le deuxième dit ouh, la place est pour moi et je m'embarque. Tu vois, c'est juste de dire que, en fait, au fil de la vie, au fil de l'eau, bah, tu vas voir comme ça, peut-être par le hasard des choses, des jobs, des rencontres, etc. Peut-être parce que toi, tu décides de travailler dessus. Effectivement, travailler à reconnaître ton émotion, travailler à identifier tes masques, reconnaître et accepter ces émotions et accepter des contre-vision du monde, contre-injonction. Le perfectionniste, une bonne phrase qui marche bien sur le perfectionniste, c'est de dire, en couple, mais c'est de dire, je t'aime même si tu as des défauts. Là, je te reproche un truc, mais je t'aime toujours. Et le perfectionniste, il bug, il comprend pas, il refuse. Il dit, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La contre-vision du monde, parce que ta vision du monde, elle est déformée. Donc si cette vision-là, elle te fait croire que le monde, par exemple, est violent, que tu peux faire confiance à personne. D'accord, là, on est dans le méfiant. Faire confiance à personne, il faut te protéger, il faut assurer tes arrières, il faut toujours contrôler tout, etc. D'accord, le méfiant, eh ben, il se méfie de tout le monde. Et donc, si tu lui dis, écoute, voilà, ok, tu m'as confié un truc, ok, je t'ai déçu ou je t'ai surpris, tu vois, tu t'attendais pas à ça, etc. Mais c'est ok. Et si tu me demandes un autre truc, peut-être que je le ferai bien, tu vois. Et donc, la contre-vérité est aussi un axe pour essayer de progressivement de changer la vision du monde. Ouais. Si je te suis bien, donc ce que tu veux dire, c'est que tu vis des blessures et ces blessures amènent des masques ou des traits de personnalité. Et ça sous-entend, quand même, parce que moi ça me perturbe pas mal, ça sous-entend que la personnalité, par exemple, que moi j'ai aujourd'hui, dépend des blessures que j'ai eues. Elle dépend pas de qui je suis, juste du hasard, elle dépendra juste des blessures que j'ai eues au fur et à mesure de ma vie. Exactement. Pourquoi ces blessures? Et donc ça veut dire que si j'avais eu d'autres blessures, je serais complètement une autre personne. Exactement. Et c'est flippant, la jeunesse des blessures, c'est le chapitre d'après. C'est super fort. Et on peut revenir dans le passé ou pas? Non, mais c'est enregistré, donc on pourrait le revisionner si vous voulez. Exactement. C'est exactement l'obsession que j'ai eue. C'est pourquoi je suis comme ça et pourquoi moi et même par rapport à mes parents, quoi. Pourquoi mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Franchement, moi j'ai une enfance tranquille, hein, dorée, parents aimants, ensemble, fils unique, enfin, rien à dire, hein. Pourquoi? Bon, les 3 attitudes pour répondre un petit peu à la question des 4 F. Alors, face à une blessure, 3 attitudes possibles. La soumission. Donc la soumission, c'est... je commence à perdre ma voix, c'est pas bon. Il reste une demi-heure. La soumission, c'est... je vais reprendre la blessure d'échec, par exemple. Blessure d'échec, je suis désolé, je prends toujours la même, mais vous pouvez dire, hein, moi je suis épicurien, prendre d'autres exemples si vous voulez, mais je vais prendre l'échec pour rester dans cet exemple. En l'occurrence, il y a beaucoup de perfectionnistes quand même dans le monde. Donc, je pense surtout dans les pays développés, mais ça encore, c'est un autre sujet. Bon, la soumission, donc, je suis soumis à ma blessure d'échec. Donc, c'est quoi? C'est que je vais trouver typiquement dans mon boulot des boulots exigeants, dans ma vie, une compagne super exigeante qui va attendre beaucoup de choses de moi. Et en fait, eh ben, je vais être dans l'échec. Donc, je vais perpétuer le truc et je vais me lamenter, je vais subir, je vais souffrir. Et donc, je vais dire, ah, bah oui, je sais, je suis pas assez bien pour toi. Et voilà. Et c'est à la soumission, on se flagelle tout le temps et on souffre. On est dans la souffrance. L'émotion vraie, que je citais juste avant, le soumis, il la vit tout le temps. Il est dedans tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup des soumis, mais ça arrive. Et en l'occurrence, même personne, tu peux avoir des blessures auxquelles tu es soumis et des blessures où tu es dans une autre attitude. Quelqu'un n'est pas soumis pour tout.
Donc être soumis, c'est capituler face à, ouais, à la difficulté, face aux émotions difficiles, c'est souffrir. Et tu souffres et tu continues de souffrir. C'est quelqu'un qui attire à lui, si vous avez entendu peut-être des réflexions sur les choses qui se répètent dans la vie bon, sans rentrer dans la spiritualité, mais les choses qui se répètent, en fait, c'est parce qu'on les attire, mais en fait, on continue d'en souffrir et on continue malgré tout de les chercher, et puis on reste dans ce truc-là et on continue de souffrir. L'évitement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'accord? C'est quelqu'un par rapport à l'échec. Qu'est-ce qu'il fait l'évitant par rapport à l'échec? Eh ben, soit il se met en situation hyper confort, donc il prend une tâche, des jobs, je sais pas, hyper en dessous de ce qu'il sait faire, comme ça il s'évite la difficulté. Ça peut être quelqu'un même qui procrastine, typique, voilà, le procrastinateur, c'est l'évitant de l'échec. Parce que s'il se lance dans quelque chose, bah, il se dit, si ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Et donc, il ne fait rien, il préfère faire rien. C'est une stratégie de fuite, la procrastination, par rapport à l'échec. Donc, des évitants dans, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire, ouais, enfin, voilà. Peut-être des exemples. Vous me posez des questions si vous voulez des exemples un peu plus précis. Et la compensation, la contre-attaque, là, c'est de dire je refuse de souffrir, je refuse ces émotions, je refuse de blessures. Et c'est dans cette attitude de compensation qu'on développe le masque. Vous voyez la nuance? Donc ça veut dire que toutes les blessures ne donnent pas un masque. Un masque a toujours une blessure sous-jacente. Pour toute blessure, on n'est pas forcément dans un masque. Le fuyant, typiquement, quand on parle de personnalité tout à l'heure, on parle d'identité, etc. Le fuyant, on ne voit pas trop sa réaction en cas de stress, on ne voit pas trop sa personnalité. Un fuyant, on peut presque dire, je suis désolé, je ne choquer personne, mais presque il a moins de personnalité. Tu vois, si tu vois un narcissique, tu dis, il a de l'ego, d'ailleurs. Il a de l'ego, il a de la personnalité, il est présent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est drivé par son masque. Quelqu'un qui est fuyant, c'est quelqu'un qui est un petit peu éteint, quelqu'un qui. Voilà, c'est pas forcément sur toutes les blessures. Donc, ça peut être une blessure où il fuit et puis une autre blessure où il y a un masque. On peut avoir un masque et à côté être fuyant sur d'autres choses. Mais du coup, le masque se revêt vraiment quand on veut se protéger d'une blessure. Compenser une blessure, on veut s'éviter de souffrir. Les soumis à cette blessure, je vais prendre une autre blessure, c'est une blessure d'humiliation. Une blessure d'humiliation, on se sent moche, voilà, on veut s'éviter de se sentir moche. Donc, soit on devient narcissique, donc c'est quelqu'un qui fait du bodybuilding, quelqu'un qui est sur la scène, qui est toujours parfaitement apprêté, parfaitement rasé, parfaitement beau et tout ça. C'est quelqu'un qui est dans la compensation, qui s'évite l'humiliation. Quelqu'un qui subit l'humiliation, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre soin de lui, qui malgré lui, voilà, va trop manger, va peut-être avoir du surpoids, va peut-être du coup avoir des railleries, et il va entretenir le truc, et il va avoir ensuite des relations, on va lui dire, bah oui, mais regarde, t'es gros, quoi, tu vois. T'es gros, quoi, tu vois, et il va rester là-dedans, et il va subir son truc. Donc, vous comprenez un peu les différentes attitudes? Et ça peut être aussi des cycles, on va dire, en réaction. C'est-à-dire que, par exemple, sur la peur de l'échec, on peut, à un moment donné, être complètement fuite, et puis à un moment donné, dire maintenant, je suis perfectionniste, donc je vais me remettre en scène pour contre-attaquer. Est-ce que ça peut aussi y avoir ou est-ce qu'on a quand même des profils? On a un profil. Je pense qu'on a une tendance. Après ça, on peut, dans une même blessure, des fois, un peu des deux. Donc, moi, par exemple, il y a des fois, je peux procrastiner. C'est assez exceptionnel. Mais c'est-à-dire que moi, je suis perfectionniste de base, on va dire, mais je peux procrastiner occasionnellement. Et justement, me dire, non, j'évite. Parce que je sens que ça ne va pas marcher, quoi. Donc, on peut, voilà, selon les situations, selon tous les autres critères de confiance en soi, etc., on peut occasionnellement aussi basculer. On peut être soumis. Sur certaines blessures. Je n'ai pas d'exemple. Là, bonne question encore. J'essaie de me souvenir. Je n'ai pas d'exemple de gens qui basculeraient. Oui. C'est plutôt ça. Le temps est long. Le temps du travail, d'ailleurs, sur soi, il est très long. Ça prend des années et des années de prendre conscience de tout ça, de se défaire, éventuellement, quand on parlait tout à l'heure d'arriver à se détacher un petit peu d'un masque pour arriver à ressentir l'émotion vraie derrière, si c'est subi, typiquement, tu fais un burn-out, c'est un peu chamboulé, tu vois, ça secoue, mais au moins, ça efforce à travailler le truc. Donc, tu as un burn-out, voilà, t'es bien confronté, t'es la tête dedans, et donc tu vis ton échec, et là, assez vite, tu chemines dessus. Donc, ça peut prendre quelques mois, mais de ce que j'ai lu, et je vis d'expérience,
6 mois, c'est un grand minimum. Tu vois. Même si tu fais un burn-out, le burn-out, tout le monde te dira, tu fais pas un burn-out et 3 semaines après, ok, tu as pris une bonne pause, tu as compris les trucs, tu te relèves, c'est reparti. Parce que si c'est reparti, tu vas replonger aussi sec. Parce que tu vas avoir une autre situation, que tu vas te remettre à fond, tu vas revivre ton masque à fond et tu vas replonger derrière. Donc, en fait, le travail, ça prend des mois, plutôt des années. Et surtout, si c'est volontaire, si c'est de dire, je me rends compte qu'il y a quelque chose, je sais pas, cette gentillesse, là, pour prendre le deuxième, cette gentillesse, j'en ai marre parce que je ne me respecte pas, parce que je me suradapte, je suis tout le temps à faire plaisir aux autres, mais je ne vis pas, quoi. Et ben, travailler dessus, progressivement poser des noms, communiquer, cheminer, se défaire des trucs, se rendre compte que ben, en fait, la vie, elle continue, même si je dis non et même si des fois je déçois, et ben, c'est un chemin. Un chemin. Et c'est un chemin, et le temps de changer cette vision déformée, c'est ça le plus dur. Changer cette vision déformée du monde, c'est des années. Des années pour intégrer vraiment, de dire, OK, c'est OK, même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, c'est OK, je mérite d'être aimé. Si tu m'aimes pas, après ça, c'est OK, c'est ton choix, tu as le droit de pas m'aimer, mais j'ai pas besoin d'être parfait, ou j'ai pas besoin de tout faire pour toi, j'ai pas besoin de voilà, d'être le plus créatif du monde, ou je sais pas quoi, pour. OK. Bon, j'avance encore un petit peu. Donc là, les blessures, comme les masques, viennent avec ces distorsions, donc comme un prisme de lecture de la réalité. Et on se pose la grande question, évidemment, les blessures, comment se forment-elles? Pour cette super transition. Et donc voilà, dernier chapitre, c'est d'où ça vient, comment ça se forme. Et sans surprise, ça se forme dans l'enfance. Et oui. Alors, je ne blâme pas nos parents, ni vous qui êtes parents peut-être dans la salle. D'accord, moi je suis parent. Et on fait tout ce qu'on peut. Et on a tous notre vécu et on a tous conscience dans la limite de ce dont on a conscience, hein, vous voyez. Mais malgré tout, les choses naissent dans l'enfance. Alors, l'enfant, pour parler génériquement, a des besoins. On va les voir juste après. Il a des besoins. Il vit au contact d'un environnement. Et de l'interaction entre ses besoins et son environnement vont naître ses blessures. Mais au moins c'est dit. Là où vous allez différer, si vous avez plusieurs enfants, vous allez me dire hop, 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 hop. Non, les enfants, ils ont pas, c'est pas l'enfant qui a des besoins, ils ont tous des besoins très différents, ils sont très différents. Et c'est très vrai, il y a ce qu'on appelle le tempérament de l'enfant, sa nature, si vous voulez. C'est la partie vraiment innée, d'accord, de l'enfant, c'est la partie, on est avec, c'est l'ADN, enfin, on va dessus. Et ça, évidemment, ça vient moduler l'interaction. Si vous avez un enfant qui est hyperactif, c'est un peu plus difficile de le laisser expérimenter et jouer dans la vie et découvrir la vie, etc., que celui qui est hyper calme. Hyper calme, on dit bah, vas-y, joue, amuse-toi, franchement, essaye, vas-y. Limite, dessine sur la table, dessine par terre, lâche-toi, quoi. Tu vois, alors que le gars qui fait que des bêtises, bah, tu as tendance à lui dire tout le temps non, quoi. Donc évidemment, en fonction du tempérament de l'enfant, eh ben, le même environnement, les mêmes parents ne vont pas réagir différemment et ne vont pas occasionner les mêmes blessures. Bon, les besoins de l'enfant. Alors, voici une première frise qui donne, alors là aussi, il y a plusieurs modèles, etc. J'en ai fait une synthèse, j'espère que c'est compréhensible, qui donne plusieurs besoins de l'enfant et qui lui permet de d'intégrer une notion, construire une notion en lui. En premier lieu, avant tout, plus que tout, besoin d'amour, ok, c'est pas en mode peace and love, hein, c'est juste, j'espère qu'on le sait tous, on a besoin d'amour. Grâce à l'amour, on construit notre attachement, l'attachement qu'on voyait tout à l'heure. On a besoin d'empathie. Ça veut dire que l'enfant qui pleure, il a besoin qu'on lui réfléchisse son émotion. Je comprends que tu es en colère là. Je comprends qu'il te manque quelque chose, ou je comprends que tu es déçu d'avoir raté ton examen. Tu vois, machin. Quand on lui renvoie son émotion, à l'empathie, ça le rassure, il se comprend. Il intègre ses émotions. Il peut identifier ses émotions. Un enfant à qui on refuse cette réflexion, ce miroir, il ne comprend pas ses émotions. Il ne peut pas les nommer, il ne peut pas conjuguer avec, et donc il aura plus de mal à avoir des compétences émotionnelles derrière. Acceptation, d'accord? S'il est différent, accepter comme il est. C'est difficile d'accepter un enfant comme il est. S'il est différent des autres, il faut l'accepter comme il est. Parce que sinon, il va dire je n'ai pas le droit d'être comme je suis. L'enfant, il est pas barré, quoi. Il ne joue pas à être différent des autres. S'il est différent, eh ben, il faut arriver à l'accepter comme tel. Besoin de sécurité pour bâtir la confiance. Prédictibilité, donc c'est de dire voilà, mon parent, il fait toujours la même chose. Et je sais que quand je fais ça, il réagit comme ça. Quand je fais ça, il réagit comme ça. C'est important. Ça rassure. Ça rassure. Dans la construction, c'est important. Et besoin de liberté pour jouer, pour expérimenter, qui est aussi une grosse phase de l'enfant, de pouvoir expérimenter. Et
ces besoins, en réalité, sont pas, évidemment, il n'y a pas le 0 à 6 mois, et puis ensuite le 6 mois à 12 mois, on passe dans l'autre, et puis dans la troisième, évidemment, tous ces besoins se chevauchent les uns les autres, et le besoin d'amour en premier. Bon. L'environnement, je passerai vite dessus, c'est évident. En premier, dans l'environnement, il y a ce qu'on appelle en anglais le caregiver, donc la personne qui prend soin en priorité de l'enfant. Par défaut, c'est la mère. Ce n'est pas forcément systématique. Si l'enfant est abandonné sous X ou quoi, bah, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, le caregiver, c'est vraiment la figure d'attachement première de l'enfant. Ensuite, évidemment, l'enfant grandit, il est temps à l'autre parent, il est temps aux frères et sœurs, il est temps, enfin surtout aux autres adultes d'ailleurs, plutôt les grands-parents que les frères et sœurs. Et puis, progressivement, évidemment, plus on grandit, on arrive à l'adolescence, on englobe les copains, les professeurs, etc. C'est évident. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Quand les besoins ne sont pas bien remplis, c'est là que naissent les blessures. Okay. Donc, on reprend notre frise et on va voir des duos. Donc, les blessures et masques qu'on a identifiés donc, juste avant. On va positionner un peu ces duos. Là aussi, c'est une proposition avec beaucoup de pincettes. Donc, c'est une proposition de quel manque de l'environnement dans la réponse à un besoin a pu occasionner une blessure. C'est ça qu'il faut le lire. La première, c'est la carence affective, qui est transverse, en fait, qui est un peu la blessure zéro. D'ailleurs, je ne l'ai pas listé dans les blessures. C'est la blessure originelle, la blessure globale, voilà, et qui, en fait, nourrit les autres blessures. Si on a manqué d'amour, on nourrit toutes les autres blessures. Et toutes les blessures naissent d'un amour conditionné. C'est-à-dire que si l'enfant se dit, ou même si X, Y, Z, c'est là où il y a la vision du monde déformée qui apparaît. Moi, typiquement, si, je vais prendre un exemple, si l'amour que j'ai eu, c'est je suis aimé, si je fais tout super bien. La part, elle est là. Si je suis là ou au-dessus, alors au-dessus, c'est oh, là, il y a un bisou, quoi. Si je suis là, c'est normal. Et la barre, elle est là. Donc moi, ma normalité, c'est là. Là, c'est normal. Et si c'est en dessous, c'est nul. C'est nul. Il n'y a pas de bisous, il y a reproche, c'est nul. Et donc, déjà, ça donne un côté très binaire. C'est en mode, soit je suis super bien, soit je suis nul. Et en plus, il y a un amour conditionné. Et donc, de cette condition naît la vision déformée. Et donc, l'injonction de dire, bah, je veux pas, voilà, je veux pas, je vois que si je fais tout hyper bien, ça va, j'ai l'amour de mes parents. Si je fais le moindre truc pas bien, un reproche, c'est fini, je suis puni. Donc, bah, je vais tout faire pour faire quelque chose de bien. Enfin, quand on dans l'attitude de compensation, je prends le masque, perfectionniste, je veux tout faire pour m'assurer l'amour de mes parents, et donc je vais tout faire pour l'obtenir, et donc je fais tout du mieux que je peux. Okay. Et attention, et c'est là où ça devient magique. J'ai essayé de positionner donc les duos pile comme ça de cette frise. Donc si on reprend ici le perfectionniste, l'échec, c'est un besoin d'expérimenter. L'enfant, il a besoin de jouer. S'il joue librement et que quand il échoue, son parent lui dit c'est pas grave, t'apprends, c'est normal, c'est le chemin, c'est comme ça, on a tous commencé par marcher, par faire un pas. Ben, tout va bien, c'est bien intégré, il n'y a pas de blessure. Si on lui dit ah ben non, regarde, tu manges encore, machin, t'as encore fait tomber quelque chose par terre, regarde, t'as encore une mauvaise note, comment ça se fait, etc. En fait, on n'autorise pas l'échec. On ne laisse pas l'enfant jouer, on ne laisse pas l'enfant expérimenter. Il faut toujours que ce soit bien propre, carré, qu'il ne fasse pas de bêtises, qu'il ne mette pas du stylo sur ses vêtements, etc. etc. Et donc, voilà, il peut développer une blessure d'échec. Bon, j'avance encore un petit peu. Pour ceux qui doivent partir à 19h30, j'essaie de boucler le truc. Dans la brique tempérament hein, qui vient, voilà, qui est propre à chaque enfant et qui vient moduler un petit peu le fait que bah, le même environnement, les mêmes parents, sur un enfant, ça marche, sur l'autre, ça ne fait pas. Et ben, voilà, ça peut être le tempérament de l'enfant. On dit tempérament, c'est la partie innée, c'est-à-dire vraiment un peu dans l'ADN, quoi. L'enfant est né avec ça. C'est débattu, c'est pas facile à évaluer parce qu'on ne fait pas beaucoup d'expérience sur les enfants, malheureusement. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est difficile d'évaluer. Le niveau d'activité, vous allez dans un parc d'enfants, il y en a certains, ils restent calmes, machin, ils jouent avec 3 feuilles, voilà. Il y en a d'autres qui courent partout, voilà. Il y a un niveau d'activité. Ça, c'est pas une blessure, c'est pas quelque chose, voilà, qui est acquis, c'est pas quelque chose qui est dépendant des parents. L'adaptabilité, la sensibilité, l'autorégulation, la capacité à se réguler soi-même. Je suis en colère, je redescends tout seul. Régulation, c'est quelque chose, là aussi, on observe que les enfants ont cette capacité, plus ou moins, selon sociabilité, la persévérance. Il y en a plein, en fait, ce qui rentre dans ce qu'on appelle le tempérament. Et en fait, ce qui est subtil, c'est que on parle d'héritage.
En fait, l'héritage, on voit que sur tous les traits, aussi bien l'agréabilité, si on se souvient du Big Five, la question de personnalité au début, l'agréabilité, la stabilité émotionnelle, en fait, à peu près toutes les constructions, l'estime de soi, beaucoup de constructions, on s'aperçoit qu'elles sont héritées à 50%. C'est-à-dire que la variation confiance en soi d'une personne à l'autre va dépendre à peu près à 50% de ses parents et à 50% de l'acquis. Donc ça, c'est voilà. Donc en fait, il y a pas, encore une fois, c'est complexe, c'est pas binaire. Et je pense pourquoi? Parce que le tempérament, en fonction du vécu, va s'exprimer plus ou moins. Si je suis hyperactif, mais que j'ai eu des parents qui m'ont appris à être bien sage, à bien me tenir droit, etc., et à rester en place, ben, je vais pouvoir un peu moduler un tempérament hyperactif. Donc l'acquis peut venir aussi tempérer un peu certains traits de tempérament. Okay. L'épigénétique, je passe très vite, mais pour ceux que ça intéresse, il y a la génétique et l'épigénétique. Voilà, c'est magnifique, mais c'est tout un sujet. Je passe. Le transgénérationnel, là aussi, si ça en intéresse, on peut en discuter. Les enfants sont télépathes, c'est une citation de Dolto. Là aussi, on peut en parler si ça vous intéresse. J'avance un petit peu. Oui, je ne parle pas des vies antérieures. C'est encore une autre conférence. Et je ne serai pas le mieux placé, je pense, pour en parler. On rembobine tout ça. Le schéma général, vous l'avez. Je termine dans 5 minutes. Le schéma général, vous l'avez. Donc tout ça, on a toute cette jeunesse qui est encore plus inconsciente, puisque c'est dans l'enfance, encore plus inconsciente que les blessures elles-mêmes. Et Liane va adorer la fin, parce qu'elle n'est pas très heureuse. La fin de ce diagramme, c'est drôle, c'est que, en fait, il y a une boucle. Une boucle, c'est-à-dire que, cette flèche là qui s'est rajoutée, pour ceux qui ont vu l'animation, cette boucle, elle est là pour dire qu'en fait, on évalue son propre comportement, et cette évaluation, ce jugement qu'on fait de soi-même, alimente la blessure. Et donc, c'est pour ça que non seulement ça ne s'améliore pas tout seul, c'est plutôt l'inverse, ça a tendance à s'aggraver. Je le refais. Je vais te donner l'exemple du méfiant. Tendance parano, tu vois. Le méfiant, vision du monde, je ne peux pas faire confiance aux gens. Les gens, ils trompent, ils sont, voilà, problème de sécurité, évidemment, dans l'enfance. Je ne peux pas faire confiance aux gens. Donc, je me protège. Donc, je vérifie tout, je m'assure que je peux faire confiance aux gens, je vérifie, je contrôle tout, etc. Et le comportement, donc, je vérifie tout. Je ne sais pas, typiquement, je ne sais pas moi, un hyper contrôlant, il y a un moment donné où peut-être il va louper quelque chose. Peut-être que la personne qui est hyper contrôlée en face va dire, écoute, il y a un truc, bon, je ne vais pas t'en parler parce que sinon ça va être encore... voilà. Donc du coup, tu vas, un jour ou l'autre, si tu es hyper méfiant, tu es sûr que tu vas tomber un jour sur l'exemple, tu as fait 99 expériences où voilà, ton mec, il était là, il était présent, il était fiable, il était au rendez-vous, et une fois, il a loupé le truc. Une fois. Et là, vision déformée, auto-jugement, là, je dis, ah bah j'en étais sûr. J'en étais sûr, je ne pouvais pas lui faire confiance. Je le savais, je savais, je ne pouvais pas lui faire confiance. Et là, rebelote, la déformation encore exacerbée. Et là, c'est, alors maintenant, mais là, je laisse rien passer. Tu vois. Et là, tu es encore pire. Et là, ça peut boucler comme ça. Et ça peut s'enfoncer. Et donc, on peut observer des gens qui, lorsque leur masque fissure, soit, en fait, tu as deux postures, soit tu acceptes de te confronter à ton émotion, tu acceptes la blessure sous-jacente, c'est douloureux, mais tu acceptes et tu la vis et tu l'expérimentes. Soit tu dis, alors là, et là, tu te campes, et là, ton masque, tu le mets en fer forgé, voilà, avec des lanières derrière, si vous voyez l'image, et tu ne le quittes plus. Et là, ton masque, il est à toute épreuve. Et tu te campes sur ton masque et tu t'y accroches mordicus. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, il y a cette boucle. Et la plupart des gens, ils entretiennent la boucle. Et ils restent dans la boucle. Et voilà. Et à chaque fois qu'il y a un truc, la jalousie en est un exemple. Le jaloux, il va tomber sur un message, il va dire voilà, j'avais raison d'être jaloux. Il va valider sa croyance et il va repartir pour un tour de je vais regarder encore plus parce que j'en étais sûr. Donc, ouais. Je suis pas quelqu'un qui vend du rêve. Donc, j'ai pas commencé le truc en disant ça allait être facile, ça allait être fun, tu vois, ou on va s'en sortir super cheerful, tu vois. C'est plutôt l'inverse. Et donc,
comment on sort de la boucle infernale, comment on sort du pourquoi. Moi, le pourquoi m'a obsédé, là, tout ce que j'ai décrit, là, m'a obsédé quand même pendant 3 ans. Pour arriver à en sortir, en fait, il faut arriver à tourner, à changer. Tasha Ulrich en parle sur TED, si vous regardez, faire une belle conférence là-dessus. En fait, c'est de tourner le pourquoi en comment, en quoi, en action. C'est de dire, au lieu de dire, mais pourquoi je suis comme ça, et pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi il est comme ça, et pourquoi elle est comme ça, et en fait, de ruminer, de toujours perpétuer les trucs, et de rester toujours dans les mêmes constructions, et de tourner le truc systématiquement, et over, and over, and over, et ben, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, c'est d'actionner, c'est de dire, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on bouge? Et des fois, la souffrance et la compréhension, pour moi c'est un préambule. Ceux qui travaillent, et plus on est sur des constructions superficielles, et plus le travail va être facile, mais pour moi éphémère. C'est-à-dire que tu vas titiller la surface. Donc, si tu as, je ne sais pas moi, un problème de perfectionnisme, voilà, tu peux peut-être, voilà, un peu de coaching, un peu de vidéo et tout ça, tu peux peut-être te dire, OK, ben voilà, je me suis détendu, etc. Mais tant que la blessure est là, et tant que tu n'as pas pris conscience, moi, de tout ça, mais parce que je suis quelqu'un de très cognitif, donc très, très cognitif, donc c'est peut-être aussi, moi, ma construction, comme je suis cognitif, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir ensuite actionner. Les gens, c'est moins le cas. Mais malgré tout, je trouve que d'avoir compris et de prendre conscience de ces blessures, prendre conscience de ces masques, etc., ça permet ensuite de dire, bah, OK, qu'est-ce que je fais? Et d'actionner un peu des choses un peu plus concrètes. Et derrière, évidemment, bah, la deuxième partie du livre, et peut-être, du coup, du prochain épisode, parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu limité. Mais la deuxième partie, ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du truc? On a quand même disséminé quelques indices. Hein. Ça va être de se débarrasser des masques. Conseil, hein, c'est mon approche, mais de se débarrasser des masques, de se connecter à sa blessure, de penser la blessure en profondeur, de s'accepter, de s'aimer comme on est. Enfin voilà, il y a de l'acceptation, il y a de l'amour de soi, il y a beaucoup de choses derrière à travailler pour arriver à cheminer et à progressivement se défaire du. Mais du coup, on peut dire aussi que les blessures, finalement, on ne peut pas les enlever parce que les parents parfaits, ça n'existe pas. Alors, tout à fait. Alors, en tant que parent, on serait illusoire de dire je vais être parfait pour mon fils, parce que de toute manière, si tu es parfait pour ton fils, tu vas en faire un perfectionniste. Donc non mais c'est vrai. Donc non, évidemment qu'il y a des qualités, mais encore une fois, ça dépend du tempérament de l'enfant. Donc tu peux pas être un parent parfait, avoir que des enfants mignons, etc. Encore une fois, le monde est rempli de gens qui ont des masques, et c'est bien, et c'est pas forcément dramatique. La question, c'est il y a des degrés déjà. Plus la blessure est profonde, plus tu auras tendance à avoir un masque solide, tu vois, un masque résistant pour protéger ta blessure. C'était une petite blessure, un petit masque, voilà, de temps en temps, tu aimes bien, machin, mais c'est pas grave. Si ça fissure, c'est pas grave. Plus la blessure est profonde, plus il faut un masque solide. Et donc non, on ne peut pas éviter, je pense, ni en tant que parent, ni pour soi, les blessures. La question est plutôt, et on ne peut pas les supprimer complètement. Enfin, moi jamais, j'imagine pas être un jour perfectionnisme, plus du tout, zéro, quoi. Aucun problème, parce que ça va rester là. L'idée, c'est plutôt de prendre conscience, d'accepter, de vivre avec, éventuellement de communiquer, quoi, de dire à son entourage, voilà, moi j'aime bien être, ouais, j'aime bien, même, moi je l'ai dit à des managers, j'aime bien être reconnu dans mon travail. J'ai besoin de ça, quoi. Il y a des gens, ils s'en fichent. Moi, j'ai besoin qu'on me dise, c'est bien, Vincent. C'est cool. Et si c'est un environnement qui est plutôt punitif, critique, etc., ça va pas être pour moi. Donc c'est aussi de choisir le bon environnement. Tu vas prendre conscience. Ça permet aussi de mieux s'aligner dans la vie. Mieux s'aligner dans son travail, mieux s'aligner dans son couple éventuellement, mieux s'aligner dans ses loisirs. Si tu es altruiste, bah, effectivement, moi j'ai fait l'expérience, j'ai donné des plateaux repas pendant quelques mois. Bah, c'est chouette, parce que en fait, finalement, tu vis ton masque, et de manière positive. Le gentil, il est altruiste, donc tu donnes un plateau repas. Le gars en face, il a mangé, il dit merci. Tu es bien avec ton truc, tu vois. Est-ce que tu dois t'en défaire? Quand c'est dans ce contexte-là, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Derrière, il y a des qualités derrière les masques. Et encore une fois, il y a une identité, quoi. Il y a une personnalité. Donc, si on était tous sans masque, on serait peut-être un peu trop lisse, quelque part. Tu vois. Et en plus, là, j'en ai pas parlé, mais sujet passionnant, c'est les couples. Les gens, ça sortisse, comment les gens s'attirent, comment les gens s'appellent les uns les autres, comment ils se complètent. Et comment ça se fait que ça se répète, et que voilà, et puis que, ah bah ouais, tiens, mes femmes, elles ressemblent tellement à ma mère, super. Voilà.
Voilà. Ah oui, bah oui, mais oui, on est dedans. Bon, ce sera une autre discussion, ou après, si vous avez envie de boire un coup. Mais voilà. Ah, écoutez, s'il y en a qui se sont reconnus dans rien de ce que j'ai dit, c'est OK. Mais peut-être que c'est un peu de résistance. Voilà, exactement. Et le masque est là, il combat. Il a besoin. J'ai pas parlé de l'ego concept, un demi-mot. Et après ça, je libère. Mais l'ego, une construction. En fait, on va dire, c'est un peu une personnification abstraite du besoin qu'on a de se protéger de nos douleurs, de nos blessures. Donc l'ego, il est là pour dire, je vais te protéger d'éviter de souffrir. Et donc, c'est lui, entre guillemets, qui construit le masque pour éviter de souffrir derrière. Et donc, quand on dit de quelqu'un qui a beaucoup d'ego, ça veut dire quoi? Bah, littéralement, en fait, c'est qu'il est dans son masque, il vit à plein son masque. Mais en fait, finalement, le gentil, qui est hyper altruiste et qui se plie en 12 pour les autres, aussi dans son ego. C'est aussi son ego qui est là à le surprotéger de sa blessure. Et voilà, c'est fini. Merci pour... Merci pour votre attention.